Bonjour et bienvenue à vous, chers amis rêveurs, passionnés d'intelligence artificielle. Bienvenue à IA Café, votre enquête sur l'intelligence artificielle. J'espère que vous êtes bien entourés. Puis, changement d'année dans quelques jours, êtes-vous prêts à changer le monde à coup de système d'IA prometteur? Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval à Québec, donc passionné d'intelligence artificielle, de recherche, des enjeux éthiques, sociaux, légaux qui accompagnent cette technologie enthousiasmante. Il faut bien le reconnaître. Bienvenue à notre 50e épisode d'IA Café. 50, vous imaginez? Écoutez, c'est pas notre boulot là, de faire des podcasts. Et pourtant, 50 épisodes, donc 50, dans mon cas, 50 rendez-vous à planifier. Planifier ces enregistrements là, avec mes collaborateurs, collaboratrices, avec les experts aussi, généreuses qui participent à notre enquête. Donc, et ajoutons 50 enregistrements à éditer, nettoyer, couper, compresser. C'est un nouveau mot depuis que je fais du podcast. 50 pistes donc à publier, à promouvoir sur les réseaux sociaux. Écoutez, ça finit plus. Puis, si chaque heure diffusée là, exige au moins, disons, faisons le calcul, là, 1 heure publiée égale 10 heures de préparation. Puis c'est très conservateur, je dirais. Alors, on est à plus... Comment tu disais? Vas-y, Charlie. Moi, je suis subjuguée par le temps que ça peut prendre d'éditer. Hein. Je te donne une très grande main d'applaudissements pour ces 50 heures d'épisode. Parce que... Tout ça, là, on ignore ça, là, sauf là, quand on décide d'en faire un, là, on voit que c'est pour ça qu'on fait surtout du talking head, là, parce que quand on se met à éditer, à ajouter de la musique, prendre des bouts, copier, coller, écoutez, ça finit plus. On dépasserait le 100 heures par heure publié. Écoute, ce serait trop. Donc, moi, je calcule là, qu'on a entre 500 et 1000 heures déjà investies dans ce projet. Là. Donc, c'est complètement dingue. Puis, je ne saurais trop remercier mes collaborateurs, collaboratrices. Donc, plusieurs sont là avec nous aujourd'hui pour... c'est toujours le même party de Noël. Là. Il y en a deux là, que t'as éméché pas mal. Ils ont dû quitter. Fred est parti. Maxime Hayet aussi est parti. Ève Gaumont, Shirley Plumeran sont là avec nous aujourd'hui. Comment ça va, les filles? Salut tout le monde. Bonsoir. Ça va bien, merci. Bien. Ève, il s'en est passé des choses, Ève, depuis ton premier passage en studio dans mon sous-sol. Écoutez, on était en pleine entente de pandémie. Puis Ève, on l'avait invité comme invité. Puis David était co-animateur. Donc, pensais-tu faire tout ce chemin-là dans notre enquête en intelligence artificielle? Non. Oui, on est passé du chemin. La beauté de la chose, c'est que cette entrevue-là n'a jamais été diffusée parce que c'était pas un succès, mais c'est une belle première expérience. Pas encore diffusée, je te l'ai dit. Là, je l'ai encore en archive. Je pensais l'avoir perdu. Puis j'ai retrouvé les 2 épisodes parce que c'était pas sur le même disque dur. Puis le disque dur, je le trouvais pas. Je pensais à mon garçon qui était parti avec. Finalement, on l'a retrouvé. Puis donc, il y a un épisode avec la toute jeune Ève. C'était quoi l'histoire? C'était une perte et du coup, vous l'avez jamais publié ou non, vous avez fait ce choix volontaire de ne pas publier parce que un peu laborieux? Ève était contente de ce choix, mais moi, j'ai l'intention de le publier. Peut-être pour s'amuser de tout ça aussi. Là. Peut-être qu'on pourra faire un épisode spécial, Ève, où on revient sur cet épisode-là. Peut-être cet été, là, quand il y a un petit mou dans notre pacing. Là. Oui, ça pourrait être drôle de jouer d'autodérision. Puis je serais bien heureuse de me roaster. Roaster Ève du passé. Oui, ça en est passé. Hein. Mais tu avais été très bonne, suffisamment bonne pour qu'on se dise, écoute, notre podcast, là, ça ressemble à une petite réunion de gars de podcast normal. Là, ça nous prendrait au moins une fille dans cette équipe-là. Puis tu étais arrivé
Peur de rien. Ah, je vais aller rencontrer 2 gars d'un sous-sol, puis let's go, on enregistre un podcast. Puis tu avais été excellente. Moi, je sais que tu as de la misère à réécouter ce que tu disais, là, mais moi, j'avais trouvé ça très bon. En tout cas, c'est peut-être que ça fera partie. On le publiera lors de notre 100e épisode, Ève, là, puis on verra. Peut-être cet été, ou le 100e épisode, on verra. Là. On verra. Shirley aussi est là, donc Shirley Plumerin est avec nous aussi. Toi, Shirley, pourquoi tu décides de participer à un podcast avec ton horaire occupé? Pourquoi que t'étais là au début? Pourquoi que t'es encore là? Mais non, mais c'est juste... en fait, c'est de l'enthousiasme qui s'est transformé en action, tout simplement. Et je vous ai... À l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, faut quand même. Mais je vous avais contacté un petit peu, je sais plus si c'était toi ou Ève. Je crois que c'était Ève en premier. Je sais plus. Et mais c'était à la fois de la curiosité et beaucoup d'enthousiasme à vous écouter. Et il y avait eu un épisode ou 2 sur les voitures autonomes. Et comme c'est sur quoi je travaille, je ne pouvais pas ne pas vous contacter. Et voilà, tout simplement, ça s'est fait aussi simplement que ça. Et je m'attendais pas en vous contactant. Moi, c'était juste de l'enthousiasme. Et Jean-François, c'est toi, tu m'as dit bienvenue dans l'équipe. Voilà. Donc super. C'est comme ça que je recrute. La personne dit ça m'intéresserait un peu. Je dis bienvenue dans l'équipe. Non, mais c'était très cool. Puis en plus, on n'avait pas de représentante de l'autre côté de la Grande Flaque. Donc, pour moi, ça devenait une pertinence, là. Fallait que ça se fasse au plus vite. Là. Je regardais l'auditoire. Ils sont plusieurs de l'autre côté, là, que ce soit en France ou au Maroc, par exemple. Il y en a plusieurs qui nous écoutent. Donc, d'avoir quelqu'un qui est là, sur place, avec l'accent qui s'impose, ça prenait ce genre de diversité-là dans notre podcast aussi. Merci, on est sur les accents. C'est tout aussi agréable de vous entendre. Hein. Ben, c'est bien gentil. Tout à l'heure, en fait, dans le précédent épisode, il y a 2 semaines de cela, le mot baratin, moi, j'étais pas certaine d'en connaître la définition. Je me demandais comment vous, c'était reçu de votre côté. Baratin? C'était quoi ta phrase? Je me souviens plus. C'était Fred qui parlait d'une machine à baratiner ou quelque chose du genre. Ouais, si, c'est OK. Ouais, c'est le bullshit generator là, du baratin. Non, c'est... Je n'étais pas certaine si c'était un québécisme ou un terme universellement. Des fois, des fois entre les régionalismes puis les termes plus rares. Baratin, c'est très français, ça. C'est pas... je pense pas que c'est très français au sens de... C'est pas une particularité régionale, je pense pas. Ça doit venir de barater, là, qui était de changer la crème en beurre, puis... Donc, je sais pas. C'est mon petite origine du mot, étymologie très improvisée. Il faudrait évidemment documenter tout ça pour trouver les origines du mot baratin. Alors, j'ai pas l'origine, mais c'était OK, c'était compréhensible. Et il y a des mots comme ça de temps en temps, c'est rigolo parce que plus maintenant, mais les premières fois où je buguais en vous écoutant, mais en fait dans le contexte on comprend parfaitement. Et maintenant c'est assez rigolo parce que je dis des choses que vous dites qui ne se disent pas en France. Donc voilà, typiquement de l'autre côté de la Grande Flaque, c'est pas du tout une expression qu'on utilise nous. Et maintenant je me surprends à la dire. C'est surtout moi, c'est pas une flaque, là, c'est vraiment un mot très très régional là, pour décrire une petite étendue d'eau, là, mais de l'autre côté de la Grande Flaque, je pense que je prendrais le crédit de cette origine-là. Mais écoute, voilà, je parle de Jean-François en tout cas maintenant, mais j'ai l'habitude d'utiliser des petits mots comme ça de région aussi de France avec des proches qui sont dans le sud. Donc voilà, moi je m'adapte, il n'y a pas de souci. Parler en français, c'est parler aussi avec l'accent du coin. Puis maintenant, notre accent est mieux représenté dans la francophonie. On a toutes sortes de personnes autour de la table. Parlant d'autour de la table, il manquerait David aujourd'hui pour notre 50e épisode. Donc, c'est le seul qu'on n'a pas vu dans notre party de Noël. Écoutez, David, il s'est perdu dans la tempête. Et par tempête, je veux dire ses premières expériences en enseignement. Là.
Donc, si vous avez déjà enseigné, vous savez à quoi ça ressemble un peu cette folie d'une première année d'enseignement. Donc, le stress, le travail, le temps exigé, la constance. Je veux dire, un cours par semaine, là, ça lâche pas. Il faut toujours être prêt. En plus, là, il est probablement en train de créer son propre contenu, s'approprier le contenu. Donc, c'est pas simple. Peut-être que David va trouver un peu de temps pour passer nous voir lors de notre partie de Noël. Donc, il y a Sylvain aussi qui est supposé nous rejoindre pendant ce party. On verra. Sinon, on va se trouver une façon de le recevoir et d'avoir de ses nouvelles. Donc, il vous manque et il nous manque aussi. Donc, David sera de retour en 2023. Là, c'est une promesse. OK, deuxième partie de nos prix Lovelace et eArc. Donc, notre revue de l'année 2022. C'est un peu ça le concept. On parle du meilleur, du pire en intelligence artificielle. Lovelace, donc pour nos meilleurs articles scientifiques, événements, congrès, prouesses techniques. Et eArc, n'importe quoi peut mériter ce prix. Seule condition, c'est que ça nous fasse dire eArc, puis que ça soit une prouesse, là aussi un événement, un article, un congrès peut-être qui sont liés à l'intelligence artificielle, puis qui nous font dire eArc. Donc ça aussi, c'est le concept. Parlant de concept, on est toujours dans notre chalet en Boiron. C'est toujours le même party, gros party d'équipe d'IA Café. Et autour de moi, sur le party depuis plusieurs heures, donc plusieurs jours, c'est vrai, plusieurs semaines. Ce concept-là, on l'a tiré jusqu'à son bout. Donc, toujours là, en pleine forme. Elles sont deux. Puis, donc, elles sont Ève Gaumont, Shirley Plumerat. Vous avez préparé vos prix eArc Lovelace. On va commencer par Shirley. Shirley, on va continuer avec toi. Quels sont tes prix Lovelace, eArc? Par quoi tu commences? Alors, je vais commencer par le Lovelace, mais c'est un petit peu un 2 en 1, vous allez comprendre. Moi, je voulais décerner donc ce prix au rapport de l'Arcom sur la lutte contre la manipulation de l'information sur les plateformes en ligne. Donc Arcom, Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui a sorti donc ce petit bilan annuel. C'est quoi le Arcom, tu dis? Arcom, ouais. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'est l'ex-CSA. Vous avez peut-être plus entendu parler. Ça a changé récemment de nom. Ah oui, mais en tout cas, ça décrit bien ce que ça fait. Ouais. Un gendarme, encore un, dans le domaine du numérique. Voilà. Et du coup, ils ont publié donc ce rapport sur cette lutte contre la manipulation de l'information. En lien avec donc les réseaux sociaux, et c'est vraiment un bilan qui s'est étalé. Ils ont fait on va dire entre guillemets 1 an d'enquête auprès de ces plateformes. Et pourquoi ce prix Lovelace? Déjà parce que je trouve que le contenu, enfin ce qu'ils ont évalué, on va en parler, est hyper intéressant. Ça va vraiment dans le concret. Enfin, en tout cas, c'est un début de concret. Et j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont était structuré ce document, en fait, tout simplement parce que je trouve qu'il est suffisamment, il n'est pas trop gros, il est très clair, il fait des comparatifs entre les différents moyens mis en place par les plateformes, et ils font des préconisations à chaque fois, à chaque étape, donc vraiment c'est hyper intéressant. Voilà, du coup. C'est ce qu'on veut, qu'un rapport soit simple, clair, parlant, c'est l'idée, là. Ouais, c'est vraiment... Alors, il fait quand même un certain nombre de pages, mais il y a plein de captures d'écran, je vais vous expliquer. Mais vraiment, je trouve qu'il permet aussi de prendre un peu par la main les plateformes, et puis aussi les personnes qui vont lire ce document. Enfin, franchement, tout le monde peut le lire. Donc, c'est pas du blabla où on s'arrête au bout de 5 pages en mode wow, beaucoup trop. Bref, donc
Oui, voilà. Du coup, pour le cadre législatif déjà, on va commencer par le commencement. Ça s'appuie quand même beaucoup sur une loi française du 22 décembre 2018 qui est relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Elle précède un petit peu en quelque sorte le Digital Service Act au niveau de l'Union européenne. Et cette loi, elle a été prise donc en anticipé parce qu'il y avait deux constats principaux. Donc le premier, c'est que il y avait eu quand même des actualités électorales dans ces dernières années qui ont démontré l'existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations qui ont modifié le cours normal des processus électoraux. Électoraux, oui. Oui. Et du coup, la porte d'entrée, la porte d'entrée, c'était tous ces services de communication en ligne, ces réseaux sociaux, pour cette diffusion de fausses informations. Et le deuxième constat qui a été fait, c'est que les mesures qui pouvaient éventuellement être prises, elles étaient tout simplement insuffisantes, ne serait-ce que pour permettre le retrait rapide de ces contenus en ligne qui étaient jugés problématiques. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Du coup, évidemment, on a le Digital Service Act qui va rentrer en vigueur dès 2023 pour les plus grosses gros acteurs du numérique, 2024 pour les autres, si je dis pas de bêtises. Et j'ai un peu envie de citer aussi, parce qu'il est cité dans le rapport, le Code européen renforcé de bonnes pratiques contre la désinformation qui date du 16 juin 2022, qui complète la palette d'outils d'atténuation des risques dont la régulation va pouvoir se saisir dans ce cadre-là du DSA. Voilà, donc ça, c'est pour le cadre législatif. Et qui était concerné par ce rapport? 12 opérateurs de plateformes en ligne qui sont soumis par cette loi de 2018 à un devoir de coopération avec l'Arcom. Du coup, il y a Dailymotion, Google, LinkedIn, Meta, donc Meta, Facebook, Instagram, Microsoft, Pinterest, Snap, TikTok, Twitter, Webmedia, la fondation Wikimedia et Yahoo. Et ce que l'Arcom a évalué, c'est l'approche en interne qu'ont ces plateformes en ligne en matière de lutte contre la manipulation de l'information et les moyens qu'elles ont déployés justement pour cette lutte. Donc voilà. Du Génial. coup, tu peux répéter peut-être le titre du rapport en question? Ouais, bien sûr, bien sûr. Juste, je citerai deux tout petits exemples si j'ai le temps. J'ai le droit? Ben oui. Ouais, super. On est là pour ça. Donc le rapport, c'est sur la lutte contre la manipulation de l'information sur les plateformes en ligne. Voilà, ça date. Merci. Tout deux récent. exemples, tu disais? Donc deux exemples, il y a vraiment beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je me contente de ces deux exemples-là. Donc le premier, à propos de l'approche générale, ça fait un petit écho à ce que nous racontait Frédéric lors du dernier épisode. Donc je serais curieuse de savoir ce qu'il en pense d'ailleurs. Du coup, l'Arcom a demandé et centralisé dans un tableau toutes les définitions que chaque plateforme donne en interne de la notion de manipulation de l'information. Du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve, c'est que chaque plateforme, chaque réseau social, chacun de ces réseaux sociaux a sa propre définition. Et du coup, l'Arcom se pose la question de savoir justement est-ce que c'est pas justement un problème de recourir à des définitions qui sont pas du tout uniformisées sur cette notion qui est pourtant. Je serais curieux de les lire les définitions pour voir à quel point sont peut-être un peu biaisées par les intentions, peut-être un peu complaisantes comme. Eh oui, t'as tout dit forcément. Ah oui. Voilà. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y en a certains qui ont carrément qui n'ont pas de définition. Donc, on se demande bien quelles actions ils peuvent mettre en place à partir du moment où ils définissent pas ce sur quoi il faut travailler. Mais ok. Ensuite, t'as certains réseaux sociaux qui ont des définitions plutôt vagues, et au contraire, t'en as d'autres qui vont donner des définitions, mais qui présentent des conditions. C'est hyper précis, tellement précis que je me demande ce qui peut être qualifié de manipulation de l'information. Comment ?
Ben oui, c'est ça. Donc, il Ouais. donne une définition de la manipulation qui est tellement technique et précise que finalement, tu n'as jamais l'impression de faire de la manipulation, alors que si tu avais donné une définition un peu plus vague, ben là, tout le monde aurait l'impression de faire de la manipulation. Puis ça serait pas grave. Ça revient souvent, cette question-là Mm. des définitions. Tu sais, définir un terme, c'est sûr que c'est une marotte de philosophe, là, mais c'est important de bien le définir parce que tu as beau dire faites attention avec la manipulation. Si on ne sait pas c'est quoi, si on donne une Ouais. définition trop précise, si la définition est trop large pour les acteurs, c'est compliqué d'essayer de juger l'éthique ou la morale de leur propre comportement ou de leur décision. Là, il n'y a pas de balise claire, je dirais. Là. Exactement. Dans les deux cas, c'est que ce soit trop généraliste ou beaucoup trop précis, tu ne fais pas rentrer en fait ni tu ne peux pas constater justement la manipulation d'informations. Ça ne rentre pas dans le cadre et du coup tu n'agis pas. Bon, après, est-ce que c'est pas ce qui est voulu? Bon, enfin bref. Du coup, en deuxième exemple, Deuxième exemple, oui. que je trouvais intéressant dans ce document, c'est sur l'évaluation des moyens qui sont mis en œuvre justement pour dans cette lutte. Alors déjà quand même, l'Arcom rappelle que accessoirement c'est une obligation légale de cette transparence que doivent avoir ces opérateurs et de collaboration avec cette autorité-là. Et du coup, il y a ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était l'évaluation des dispositifs de signalement de fausses informations qui sont susceptibles de troubler l'ordre public ou d'altérer la sincérité d'un scrutin. C'était ce que va pouvoir faire l'utilisateur quand il va rentrer dans l'appli, il utilise son application. Il est face à un contenu qui est potentiellement problématique. Comment il peut signaler ce contenu-là à la plateforme en question. Et du coup, l'Arcom est venu vraiment évaluer l'accessibilité et la visibilité de ces dispositifs-là de signalement pour ses utilisateurs. Et du coup, enfin franchement, c'est vraiment très très concret. Hein. Enfin, il y a des captures d'écran pour beaucoup de ces plateformes-là qui ont été prises dans le et qui rapport sont en question? dans le rapport. T'as les captures d'écran pour montrer en fait les chemins pour naviguer jusqu'à trouver ce signalement-là, sur quoi cliquer, ce qui permet de faire. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. Ça évalue aussi la pertinence des motifs de signalisation. Parce que tu n'as pas toujours les mêmes motifs, loin de là même, d'une plateforme à l'autre. Et d'ailleurs, juste un petit bon point qu'on peut donner à Pinterest, qui est le seul opérateur à proposer un motif de signalement spécifique à la désinformation sur le climat. Voilà. Ah oui. Je sais pas, ça méritait d'être, je trouve, d'être signalé. Pinterest, qui est en train de perdre de son lustre sur les réseaux sociaux, mais au moins, il y a cette qualité-là. Ouais, il y a plein d'autres points négatifs. La désinformation en matière d'environnement. Ouais, c'est le point positif éventuellement qu'on peut citer les concernant, parce que bon, il y a aussi du point négatif. Hein. Et voilà, du coup, je trouvais ça très très intéressant. Et il y a aussi l'évaluation des processus d'instruction de ces signalements et les procédures de recours. C'est parce que c'est bien beau de signaler, mais si après derrière tu n'as aucune visibilité sur savoir si ton signalement a été traité, dans quelle mesure, si ça a été jugé pertinent ou pas. Enfin voilà. Du coup, tout ça c'est évalué par l'Arcom et je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Merci, Shirley. Donc, le rapport, c'est le rapport de l'Arcom. Donc, je faisais ça aussi pendant que je t'écoutais. Je cherchais le rapport en question. Donc, le rapport, vous pouvez le trouver aisément. Donc, Arcom, A-R-C-O-M, c'est ça? Ouais, c'est un acronyme un peu long, mais on l'accepte. Un peu long, surtout que le O pour audiovisuel. Oui, c'est ça. Ah, en tout cas, ça commence par AU, mais c'est un O. Anyway, c'est comme ça. C'est Arcom. A-R-C-O-M. Vous allez pouvoir trouver le rapport en question. Merci, Shirley. Donc, ça, c'était ton prix Lovelace. Ton prix Yark maintenant. Mm-hmm. Alors, mon prix Yark, j'hésitais un petit peu au début. Je voulais parler des Pays-Bas avec un algorithme discriminatoire qui a
ruiné des milliers de familles à partir d'un article que j'avais lu dans la presse. Et puis, je savais pas si Eve allait en parler. Et du coup, je me suis concentrée sur toujours ce rapport. C'est pour ça que je disais que c'était un petit peu un 2 en 1. Parce que effectivement, l'action qui a été menée à travers ce rapport est hyper intéressante, et le problème, c'est qu'elle pointe de gros soucis au sujet de ces plateformes-là dans leur pratique, et en particulier TikTok est vraiment le mauvais élève de la classe, là en l'occurrence, en matière de transparence et de lutte contre la désinformation, ce qui nous fait dire un peu yark, on va pas se mentir. Et surtout, moi, ça me fait vraiment dire ça parce que TikTok, alors pas que, mais ça a tendance à s'adresser quand même à un public assez jeune par rapport à d'autres plateformes. Donc vraiment, je trouvais que c'était hyper important de les pointer du doigt. Du coup, pour donner quelques exemples de reproches qui ont pu être faits à TikTok, ils font des déclarations particulièrement imprécises avec peu d'informations relatives aux services en France. Alors là, ça cible la France, mais ce serait intéressant de voir dans les autres pays, et je pense que c'est à peu près la même chose. Aucun élément tangible permettant une évaluation des moyens mis en place, pas de réponse aux interrogations spécifiques de l'Arcom, omettant ainsi plusieurs enjeux centraux, aucune information sur les pratiques de manipulation. Enfin voilà, il y a vraiment un bilan très 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 négatif, mais il est pas, c'est un bilan qui est fait très négatif, qui est fait envers TikTok, mais pas que, hein. De manière générale, du coup, l'Arcom a quand même, là je cite, l'Arcom déplore les lacunes répétées dans la communication par certains opérateurs d'information et de données chiffrées. Les justifications fournies interrogent sur leur volonté et leur capacité à évaluer leur propre politique en matière de lutte contre la manipulation de l'information. La mise en œuvre de cette régulation montre ainsi les limites d'un cadre essentiellement souple qui ne permet pas d'exiger des plateformes qu'elles rendent des comptes. Donc voilà, je pense que là, il y a un bel écho à ce que disait Frédéric la dernière fois. Donc, c'est vrai. Voilà. TikTok, le mauvais élève, pas le seul mauvais élève. La manipulation de l'information. Non, la manipulation de l'information, c'est un enjeu important. Faut le définir, faut le circonscrire, faut agir. Puis certains de ces outils-là agissent de façon plus proactive que d'autres. TikTok au bas de la liste, peut-être, ou à la queue. Faut voir quelle expression que vous souhaitez. Eve, est-ce que tu as lu le rapport de l'Arcom? Est-ce que ou est-ce que c'est ton projet de vacances de Noël? Oui, ça va être mon projet de vacances de Noël. Et comme l'Union européenne me semble assez active ces temps-ci, beaucoup de publications. Je suis déjà en retard sur la lecture du DSA, du Digital Service Act. Donc, ça va être à lire avec le rapport de l'Arcom me semble être une belle, quand même, entrée en matière complément, je sais pas trop, mais en tout cas, il y a certainement une convergence entre ces deux documents-là. Oui, c'est une belle porte d'entrée en tout cas. Ça te fait rentrer dans le sujet de manière concrète et voir un petit peu ce qui se dit après un peu plus dans le détail. Parce que c'est vraiment là, c'est une action du coup. Enfin, c'est en France et c'est une évaluation à partir d'obligations. Posées par cette loi là de 2018, et ce sont des obligations de moyens qui sont posées, et justement c'est une des choses qui est pointée par l'Arcom et qui, on peut l'espérer, vont être balayées par la suite avec le DSA. Mais bon. Et est-ce que cette loi de 2018, c'est ce que vous appeliez la loi fake news? Oui, je crois qu'on l'a appelée comme ça pendant un moment. Ouais. Ok. Oui. Excellent. La loi fake news, c'est comme ça qu'on l'a désignée? Ouais, c'était, parce que c'était un moment où, mais toujours, mais non, un peu moins quand même, mais où vraiment le mot fake news était très, très trop utilisé et sans définition, encore une fois, de ce que c'était. Voilà. C'était problématique en pleine pandémie de voir des informations mensongères circuler comme ça sur Internet. Je crois que la personne qui a le plus popularisé ce mot, de toute façon, c'est Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est mentionné dans la proposition de loi. Comment? C'est ironique que c'est cette personne-là qui a popularisé le mot fake news, alors que il est peut-être à l'origine de
la recrudescence de ce genre de fake news-là. Mais je pense que c'est un peu c'est lui qui a fait aussi que le terme a perdu son lustre puis est devenu un mot dont on veut plus utiliser parce que il réutilisait d'une manière un peu malsaine. Mais donc c'est ça. C'est là qu'on voit quand même l'évolution des choses. En 2018, c'était encore un terme qui était dans les bonnes grâces. Puis après ça, l'ami Trump s'en est saisi. Puis on l'a jeté aux oubliettes. Ouais, maintenant c'est quand même connoté assez négativement. On va pas se mentir. Ouais. Ah, tout à fait. Ce sera bientôt de retour, notre ami. Donc, on aura l'occasion de voir comment il va faire évoluer ce dossier-là, peut-être. J'espère que non. Mais... Bon. Commentaire éditorial. Ève, tu voulais ajouter? Je peux passer à mes prix, mais j'avais pas de rebond particulier autrement. Toi, avais-tu quelque chose à dire sur le sujet de Shirley? Allons déjà dans tes prix Lovelace et Yark. On est rendu là. Excellent. Merci, Shirley, pour tes prix. Ève, Lovelace, Yark, on commence par quoi? On va commencer par les Yark. Ça va être un travail intégré. Là. Tout est sous la même thématique. Puis ça rebondit aussi sur le travail de Shirley. C'est sur la question des droits humains, droits fondamentaux, droits et libertés de la personne. Ce terme pour lequel on a 1000 synonymes mais qui est difficile de s'entendre sur lequel on va utiliser. Donc, mes 2 prix Yark, ce sont 2... Ah, 2 prix Yark. Oui, tu as un prix Lovelace aussi. J'ai un prix Lovelace aussi. Je vais essayer de passer rapidement. Les prix tu ne Yark... pas comme David l'année passée qui m'avait juste fait 2 prix Lovelace, pas de Yark ou le contraire. Non. Je pense que Lovelace est plus important. Yark ne seront que des illustrations. Okay, donc, ce sont 2 systèmes d'intelligence artificielle qui mettent en cause des droits fondamentaux qui sont différents de ceux dont on a l'habitude de traiter. C'est-à-dire que souvent, on parle de vie privée et de droit à l'égalité. C'est un peu... ou de droit à la non-discrimination. C'est les marottes qui reviennent tout le temps. Là. C'est ça. C'est les choses dont on entend beaucoup parler puis qu'on peut commencer à être agacé un petit peu. Moi, j'ai l'intention de tourner le projecteur vers des droits fondamentaux qui sont tout aussi importants, mais qui sont peut-être moins souvent abordés. C'est-à-dire la liberté d'expression et la liberté d'association. La liberté d'expression, on est vraiment dans le champ dont Shirley vient tout juste de nous parler. Donc, je vais commencer avec cet exemple-là. C'est un système d'intelligence artificielle qui est utilisé dans les contextes d'embauche. C'est un système d'intelligence artificielle qui promet de faire des background checks, des recherches d'antécédents, mais pas simplement judiciaires comme on a l'habitude actuellement, mais maintenant des recherches d'antécédents de médias sociaux, un historique de ce qui s'est dit sur les médias sociaux, pour voir si l'employé pourrait être un employé problématique. Donc, c'est un algorithme qui passe à travers toutes les publications, tous les réseaux sociaux aussi? Oui, des réseaux sociaux. Ouais, il y en a qui vont avoir peur pour leur prochaine embauche. Là. Exact. Mais tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau. Là. On le sait que les employeurs font quand même ça, mais là, la quantité de données qui est prise en compte est incomparable avec ce qui était fait. Donc, c'est des algorithmes qui vont nous permettre d'identifier un certain nombre de publications qui révélerait qu'un employé est potentiellement à risque. Donc, des images racy, donc un petit peu osées ou obscènes, du langage cru, donc des sacres, ce serait le genre de choses qui seraient problématiques. Et ces algorithmes-là ont de la difficulté à cerner l'ironie, les blagues, le genre de choses comme ça, ce qui fait en sorte que on a des exemples d'erreurs qui peuvent avoir des impacts réels sur la carrière de quelqu'un, alors qu'ils ne révèlent certainement pas une attitude problématique on parle pas d'un mauvais candidat. On parle d'un candidat, par exemple, qui aurait mis une mention j'aime sur Twitter à un tweet qui parle de Big Dick Energy, qui est un terme dans la culture populaire américaine, qui révèle une forme d'attitude d'un homme qui serait confiant, même s'il n'aurait pas nécessairement... qui répondrait pas nécessairement aux standards de beauté habituels, mais qui aurait une confiance malgré tout très importante en lui-même. Puis donc, une femme qui avait... Le fait d'avoir mis un like à ça, c'est documenté, puis c'est qualifié, on tombe tout de suite dans la catégorie... ce monsieur-là dit des choses vulgaires ou aime des choses vulgaires. C'est ça. Non, en fait, bon, c'est une femme qui
aimait cette publication-là. Ah oui. Puis c'est une blague là, à propos d'un acteur ou quelque chose du genre. Mais ça a révélé, c'est apparu sur le rapport de la compagnie Sentinel qui promet ces background checks-là de médias sociaux comme étant une attitude révélant du sexisme et de la bigoterie. Donc, cette personne-là était déjà employée, c'était pas un problème, c'était juste pour refaire un nouveau système, repasser un nouveau système et qui mettait pas en péril ses chances d'emploi. Mais si elle avait appliqué au poste, ben, on l'aurait catégorisée comme quelqu'un qui s'engageait dans le sexisme. Ce qui est déjà un peu dommage. Donc, on a un premier exemple de liberté d'expression. Comment ça peut influer la liberté d'expression? On sait que la liberté d'expression, c'est le droit de parler, de faire entendre ses positions et ne pas être frileux de partager ses positions pour pas être nos chances... surtout dans un contexte où, des fois, sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus dans l'intime. Je pense à Facebook où on pourrait avoir l'impression de parler seulement à quelques amis ou connaissances étendues. Puis on dit cette expression-là, on ne s'attend pas à ce que ce soit documenté, recensé par un outil utilisé par notre employeur. Exact. Un autre exemple de système d'intelligence artificielle qui porte atteinte aux droits fondamentaux et un autre droit fondamental qui est un peu moins connu, qui est la liberté d'association et de réunion, qui protège le droit de manifester ou de s'associer avec des pairs, avec des groupes de gens comme nous, de faire partie d'une association quelconque. Mm-hmm. Et un exemple intéressant de violation de ce droit-là, c'est la compagnie Sentinel qui offre des logiciels qui permettent d'assurer la sécurité des campus universitaires et qui, encore une fois, analyse les publications sur les réseaux sociaux, sur la géolocalisation également. Je sais pas, j'entends frapper à ma porte, mais je pense que c'est pas ici. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que... porte, en tout cas, ça cogne pas ici. Charlie, ça cogne-tu chez vous? Laissez-moi un instant, je vais vraiment aller la voir. Vas-y, c'est peut-être David ou Sylvain. Bon. Il y avait effectivement quelqu'un qui s'acharnait à ma porte. J'avais apparemment oublié mes clés. C'était pas Sylvain ou David, là? Non, c'était pas Sylvain ou David. J'avais apparemment oublié mes clés dans ma porte, puis on voulait s'assurer que je les perde pas. J'ai un généreux voisin qui voulait s'assurer que... Oui, très, très, très gentil. Très gentil. C'est pas une livraison de cadeau de Noël, peut-être. Je me suis dit, peut-être que son cadeau, je lui ai fait livrer le rapport de l'Arcom. De le recevoir. Je fais ça vite comme ça. Bon, donc, j'en étais à la liberté d'association, la liberté de réunion qui nous permet de manifester pacifiquement et ou de s'associer ou se dissocier de certains groupes. Ces outils-là compromettraient notre liberté d'association. Exactement. Ces algorithmes-là qui permettent d'assurer la sécurité des campus, de vérifier qu'il n'y aurait pas bon, l'objectif initial, c'est drogue, suicide et compagnie, mais là, les administrations universitaires en sont venues à utiliser pour réprimer des manifestations sur le droit à l'avortement, notamment sur le Muslim ban aux États-Unis et sur, encore pire, je crois, sur une étudiante qui s'était montrée critique à l'égard de l'administration universitaire des recteurs et qui s'est mise à être surveillée pour ne pas qu'elle encourage des manifestations à l'encontre de l'administration universitaire. Donc, on voit vraiment à quel point ces systèmes d'intelligence artificielle-là, au-delà des biais, au-delà de la vie privée, peuvent avoir des impacts sur une panoplie d'autres droits. Et ce qui m'amène vers mon prix Lovelace, qui est un rapport publié par un groupe de chercheurs associés une pluralité de centres. Là, on a le centre de l'Université centrale de Toronto, Feu Ryerson, McGill, Princeton, qui se sont intéressés à la loi, au projet de loi C-27. Un autre rapport à lire là, pendant mon temps des fêtes. Oui, un autre rapport, puis on dirait qu'ils se sont passés le mot d'un côté à l'autre de la grande flaque, comme dirait Jean-François. Lui aussi excessivement bien rédigé, avec beaucoup de mini-conclusions, de micro-conclusions, lui aussi assez court. Avec des gros titres, des sous-titres, vraiment un effort. On aime ça. Le titre, clarté. Justement, le titre de ce rapport-là? Le titre du rapport, je vais vous le donner exactement, c'est AI Oversight, Accountability in Protecting Human Rights, Comments on Canada's Proposed Artificial Intelligence and Data Act. Donc, c'est ça, c'est un commentaire sur le projet de loi C-27, qui est un projet de loi qui est sorti au printemps passé au Canada pour encadrer oui, le droit à la vie privée, oui, la protection des données et aussi, surprise, l'intelligence artificielle. C'était pas attendu.
Il y a eu un manque de consultation à ce sujet-là, donc on ne savait pas qu'il y aurait un projet de loi sur l'intelligence artificielle qui sortirait, et puis le gouvernement nous a sorti ça de son chapeau. Et c'est un projet de loi qui n'est pas sans faille, pour le dire ainsi. Il présente un certain nombre de problèmes dont le rapport traite. Le manque de consultation, des problèmes définitionnels. Donc, on a deux sous-lois dans le projet de loi sur les données, la vie privée, le projet de loi sur l'intelligence artificielle. Les définitions ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Ah oui. Mais le point dont je voulais particulièrement parler, c'est la protection des droits humains, des droits fondamentaux, des droits de la personne, human rights, qui est complètement absent du rapport, alors que ce serait vraiment une opportunité intéressante d'ouvrir les horizons. On le sait, la pluralité d'impact que ça peut avoir, comme je viens de vous le démontrer avec les 2 exemples. Il faudrait qu'on commence à traiter de droits humains dans les projets de loi. Les États-Unis l'ont fait avec leur Blueprint for an AI Bill of Rights. On pourrait encore aller plus loin, mais vraiment faire un travail avec les chartes qui sont déjà existantes, la charte canadienne, la charte québécoise, la charte des Nations unies. C'est des droits humains des droits qui sont définis, qui ont une définition universelle à l'international, sur lesquels on pourrait s'appuyer, sur lesquels il y a de la jurisprudence existante également. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faudrait s'intéresser de plus en plus. Le rôle que les droits humains pourraient jouer pour encadrer l'intelligence artificielle et peut-être prendre le relais de l'éthique qui, comme on l'a discuté dans le précédent épisode, n'a pas l'effet qu'on aurait pu espérer qu'il ait il y a quelques années, qui est inutile si on reprend les propos de Frédéric. Ben, il y a pire, là. Je pense que c'est plus qu'inutile. Des fois, c'est instrumentalisé, on le voit, là. C'est comme... Il y a une aura de réflexion éthique, puis finalement, c'est plus cosmétique que d'autres choses. On en parlait il y a 2 semaines. Exactement. Puis c'est un autre point sur lequel le rapport est intéressant, c'est que le projet de loi C-27 actuel offre des audits, recommande des audits pour que les systèmes algorithmiques soient audités par des auditeurs, mais ça peut être fait par des compagnies embauchées, à l'interne ou par des compagnies qu'on paye pour faire les audits, ce qui mène à l'instrumentalisation définitivement. Alors, ce qui serait intéressant et là, ça, c'est pas dans le rapport, mais c'est quelque chose qui devrait être réfléchi de plus en plus, je crois, parce que ça va être assez important. Puis j'écris là-dessus, on va publier sous peu. Ce sont les Human Rights Impact Assessment, qui sont des évaluations des facteurs relatifs aux droits fondamentaux, qui sont des mécanismes d'évaluation tout au long du processus de conception qui permettent de anticiper, prévoir les impacts que pourrait avoir un système d'intelligence artificielle sur les droits fondamentaux et les mitiger et de prévoir des mesures pour mitiger le tout. Et c'est le genre de choses qui devraient être prévues, des standards. Et là, on revient un peu à ce que l'Union européenne fait. Il y a un document qui est sorti récemment sur la standardisation pour le AI Act. Le Canada devrait faire la même chose, devrait proposer des standards pour évaluer les systèmes d'intelligence artificielle. Et ces standards-là devraient s'appuyer sur un schème de valeurs préexistant, c'est-à-dire les droits fondamentaux. Très intéressant. Est-ce que tu peux répéter le titre du rapport en question? Oui. AI Oversight, Accountability and Protecting Human Rights, Comments on Canada's Proposed Artificial Intelligence and Data Act. Merci, Eve. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Shirley, à ce propos? Non, mais je trouvais ça hyper intéressant parce que sans s'être consulté en amont, en fait, Frédéric, la dernière fois, et là, Eve, et moi aussi un petit peu, j'ai l'impression qu'on tourne autour en fait d'un sujet vraiment où on va pas tarder à mettre le doigt dessus, qui est, enfin, déjà le constat est-ce qu'on peut le dire, de l'échec de l'éthique pour réguler l'intelligence artificielle. Donc, on se dirige vers un hiver, pas seulement d'intelligence artificielle, mais l'hiver de l'éthique aussi. Là, ça arrive souvent dans je l'ai déjà dit ailleurs, là, mais les débats en matière de technologie, d'éthique, là, l'éthique a souvent ce cycle-là, là, au début très intense, puis finalement finit par s'effacer un peu. Je pense qu'au début, pour réfléchir, cerner des enjeux, ça va. Mais quand c'est le moment de baliser, d'encadrer, c'est sûr qu'on a besoin de d'autres choses, du droit, sociaux. Donc, il y a d'autres expertises là, qui vont s'ajouter à ça. Puis c'est tout à fait le bienvenu. Est-ce que je peux poser une petite question par rapport à ça? Donc, à ton avis, ce serait quoi? Est-ce que
si tu dis que c'est quelque chose de fréquent, que l'éthique est utilisée pour réfléchir, pour donner de la profondeur à la réflexion, pour défricher, puis ensuite le droit s'en saisit, est-ce que on pourrait dire que c'est un peu ça le rôle de l'éthique, d'arriver comme défricheur, puis après ça, de revenir peut-être après que le droit soit intervenu pour fignoler et ajouter, au-delà de ce que l'on interdit formellement, ajouter une forme de moralité et de précision, mais est-ce que ça devrait être ça principal? Est-ce que c'est vraiment une déception que l'éthique n'ait pas été en mesure d'offrir une normativité ou c'est pas son rôle à proprement parler, seulement de défricher? Pas seulement, Il faut mais... distinguer aussi ce que fait l'éthique puis comment elle est instrumentalisée. C'est-à-dire que l'éthique, je pense que comme champ disciplinaire, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre, en tout cas, mon expertise à poser les bonnes questions, à cerner les enjeux, à y réfléchir, à articuler, à déconstruire un problème. Quand on arrive dans la mise en place de solutions, ça pose des questions, mais y répondre, c'est pas si intéressant que ça en matière d'éthique et de philo. C'est les questions, la réflexion. A posteriori, ce qui se passe souvent, c'est que c'est l'industrie qui reprend le langage, qui fait des grilles pour simplifier. L'éthique, c'est pas seulement une grille. Pourtant, c'est ce qui reste à la fin du processus, mais on peut pas réduire l'éthique à seulement ce qui sort ou ce qui est produit par l'industrie lorsqu'on parle d'éthique. Donc, je dirais qu'il y a ça à distinguer. Comment ce champ-là est instrumentalisé, transformé en outil, puis ce que devrait faire l'éthique dans cette réflexion-là. Je pense que c'est pas un hasard que si ça arrive bien en amont, puis tu as raison de le mentionner aussi, bien en aval, une fois que les lois sont là, le cadre est là, des fois, il y a un autre mouvement où là, on réfléchit sur ce qui est en place, sur ce qui a peut-être été omis, où on pose des questions fondamentales qui étaient peut-être là au début, qui ont été tassées. Donc, je le vois comme ça, le rôle de l'éthique. Donc, est-ce que ce serait un leurre lorsque l'éthique se veut avoir un rôle normatif, est-ce que c'est un leurre toujours ou parfois il y a un rôle normatif effectivement qui est joué utilement? Moi, en tout cas, j'ai de la misère à sauter dans ce bain-là. Quand ça tombe dans « vous devriez faire le prêchi-prêcha », les profs d'éthique qui font du prêchi-prêcha, j'ai de la difficulté. Le normatif, habituellement, c'est le droit qui fait ça en disant OK, on est arrivé à tel lieu dans la réflexion, puis on a besoin de loi, de balises, puis on devrait faire ci, on devrait faire ça. J'aurais plutôt de la difficulté à imposer des grands impératifs catégoriques pour reprendre le langage de Kant. Mais on n'est pas là. OK. Je pensais que tu allais parler aussi dans tes prix Lovelace de ton propre podcast, là, Ève. Comment ça fait que tu n'en as pas parlé encore? Là? Tu veux-tu faire ta petite plug sur ton podcast aussi? Tu as parti ça. En tout cas, je ne l'ai pas mis dans mon prix Lovelace cette année, mais je te laisse quand même une occasion de nous parler de ton podcast, Ève. La vanité que ce serait de se mettre en valeur de telle manière, de se auto-octroyer le prix Ada Lovelace. Wow! De brag, on se sentirait un peu sur LinkedIn. Là. J'ai un peu plus d'humilité que ça quand même. Oui, mais effectivement, j'ai parti un podcast, mais c'est encore embryonnaire. Comme on en parlait, j'ai fait un premier épisode avec Tom Lebrun au sujet de DALL-E, du droit de l'intelligence artificielle. Puis récemment, donc hier ou avant-hier, j'ai sorti un deuxième épisode. Celui-là, le podcast, je le vois vraiment comme une occasion de rencontrer des personnes intéressantes. Là, je me limite pas nécessairement à un champ exactement. Donc, si j'ai envie de parler à quelqu'un, puis de me forcer à le faire, mais je le fais, je l'enregistre. Puis c'est aussi une discussion. Puis donc, la discussion d'hier, c'est une discussion que je voulais qu'il soit entendue par d'autres gens. C'est quelqu'un avec qui je parle fréquemment, puis qui a toujours qui m'amène à réfléchir plus loin. Puis je voulais que d'autres personnes bénéficient de son savoir. Et c'est sur la possibilité d'avoir deux choses principalement. Les carrières un peu qui sortent du cadre un peu, qui sont dans plusieurs champs à la fois, qui sont à la fois dans la recherche, le milieu académique, qui sont à la fois dans le droit plus pur, le milieu plus des avocasseries et le milieu du journalisme, si c'était possible. Donc, ça part d'une question que je me posais, c'était à savoir si on avait l'obligation de choisir, si on avait l'obligation de soit être avocat, soit être chercheur, soit être journaliste, ou si on ne pouvait pas interagir avec les idées
en prenant parfois les outils du journaliste, parfois les outils de l'avocat et parfois les outils du chercheur. Et c'est toute une réflexion qu'on a eue ensemble à ce sujet-là, puis qui a aussi mené sur une belle réflexion au sujet du mentorat, puis de comment on peut utiliser des gens en début de carrière pour enrichir sa propre réflexion, pour leur faire bénéficier d'un savoir auquel autrement ils n'auraient pas accès, et comment ça peut être mutuellement bénéfique pour chacun, et que chacun peut y trouver son compte, et que ça peut être moi, c'est une chose à laquelle je réfléchis depuis longtemps, là, l'esclavagisme positif, là, comment on peut s'esclavagier pour un collaborateur de part et d'autre, et que tout le monde puisse y trouver son compte. Puis donc, c'est quelque chose que je partage avec lui. Donc, lui, il m'a expliqué comment ça avait fait, ça nourrissait son processus intellectuel, puis comment c'était la chose à laquelle il était la plus fière au niveau professionnel du groupe de collaborateurs qu'il avait développé autour de lui. Le nom de ton podcast, Eve? Le nom du podcast, c'est Entre la cité et la tour. Ah oui. Cette jonction difficile entre la tour d'ivoire où on peut s'y perdre, puis la société qui aurait besoin, ce dialogue-là nécessaire. On te reconnaît là, Eve, dans le titre aussi de ce podcast. Donc, ce sera notre podcast ami. On va vous en parler de temps en temps. On a parlé d'Open Layer de David Beauchemin aussi à quelques reprises. C'est sûr qu'on va parler de certains des thèmes abordés. Eve? Merci pour la plug. Eh bien, tu sais quoi, Eve? Si j'additionne là tes deux premiers épisodes, parce que j'ai regardé en même temps sur mon téléphone, sur ma plateforme d'écoute, si j'additionne les deux temps de tes deux premiers épisodes, ça va pile faire mon temps de trajet pour aller dans ma famille ce week-end. Donc c'est parfait. Voilà, tu seras avec moi. Génial. Oui, c'est la beauté du podcast. Là, on peut écouter ça dans les longues traversées comme ça. Et quand je vais voir la famille, c'est sûr que moi aussi, j'ai un trajet de 2 heures. Il y a 2-3 épisodes de podcast que je vais écouter aussi. Ben là, il y a 2 épisodes de Eve. Il faudra voir lequel sera mon troisième. Écoutez, il resterait mon prix Lovelace. Donc, je vous l'avais promis au dernier épisode il y a 2 semaines. Hein? Donc, mon prix Lovelace. Mon prix Lovelace, peu importe ce qui s'est dit il y a 2 semaines, moi, je vais le donner quand même à DALL-E, puis DALL-E 2 maintenant, là, de OpenAI. Donc, c'est le cousin, vous le connaissez, c'est le cousin artiste de GPT-3. Donc, j'ai trop passé d'heures à m'amuser avec DALL-E. Peut-être que Fred dirait que j'étais pris avec ma machine à sous, là. Mais quand même, j'ai trop passé d'heures à m'amuser avec DALL-E. Puis en parler aussi autour de moi, c'est sûrement une des applications que dont j'ai le plus discuté, puis j'ai essaye-le, puis là, je sortais mon cellulaire. Donc, évidemment, il y a plusieurs enjeux éthiques et sociaux là, qui sont préoccupants, qui sont liés à cette technologie. Donc, je vous invite d'ailleurs à replonger dans nos épisodes, c'est 45 et 47 à mon souvenir. Donc, les enjeux, là, vous les connaissez bien. Il y a des biais racistes, sexistes. Shirley avait parlé de gender washing à l'époque. Là. Donc, des images qui sont souvent trop stéréotypées, qui sont trop imprégnées par nos biais, nos failles humaines. Des outils qui menacent d'une certaine façon le statut d'auteur. On se rappellera de l'histoire de, comment il s'appelle, Ruzotsky ou Rutkowski de la franchise Le Donjon Dragon, justement, là, qui disait, ben oui, ces images-là ressemblent à ce que je fais, comment ça fait que j'ai pas de statut d'auteur ou au moins une allocation, une rétribution quelconque. Puis, on avait parlé de la difficulté d'appliquer les principes de transparence, de dire où ces images-là ont été prises, de proportionnalité, donc donner peut-être des rétributions en proportion de la contribution, ça faisait partie des enjeux. Puis là, OpenAI, on n'a pas parlé du fait que Elon Musk est lié à ça, puis met le feu à Twitter en ce moment. Donc, je connais tous ces enjeux-là, mais malgré tout, je le donne à DALL-E quand même, mon prix Lovelace. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que ce qui m'a séduit, c'est pas autant l'outil que je trouve que c'est une discussion que j'avais avec un invité, c'est la possibilité de cette véritable collaboration, je dirais, entre l'humain
puis la machine. En tout cas, c'est là que je l'ai ressenti peut-être pour la première fois. Donc, c'est curieux que c'est le domaine des arts là, qui m'a convaincu que cette collaboration-là était possible. Donc, c'est la première fois que je voyais la possibilité entre un dialogue entre l'artiste et la machine. Donc, j'ai passé plusieurs heures, je le disais, à tester ces outils-là. Puis ce que je faisais, c'est que je créais des images, je prenais les images, puis des fois, je les resoumettais en demandant des modifications, en uncroppant, là, donc en ajoutant peut-être ce qui entourait l'image. Puis là, je vous dis ça, ce que j'ai fait, mais mon talent artistique, là, il est vraiment limité. Là, donc, moi, j'ai aucun problème à imaginer, par contre, comment un artiste qui décide de faire sérieusement, ça se peut que les artistes soient réfractaires, là, mais avec Valentine Godard, donc voilà, son nom me revient, là, c'est avec elle que j'avais discuté de ça. Puis avec Valentine, on parlait de tout ça, puis maintenant, j'ai aucune misère à m'imaginer un artiste, comment un véritable artiste pourrait dialoguer avec ce genre d'outils-là, puis faire évoluer son travail de façon dynamique, là. Donc, il faudrait imaginer un artiste qui peut-être fait des suggestions, ça le sert de brainstorm, prend l'image, retravaille l'image avec ses propres outils, puis après ça, resoumet, redemande des modifications, retravaille l'image. Puis ce dialogue-là, j'ai compris tout ça, puis je suis pas un artiste, puis je pense pouvoir voir quand même le potentiel. Puis encore une fois, je le sais, là, l'outil n'est pas parfait. Il y a des enjeux importants, mais puis des enjeux, certaines failles qui sont sûrement possibles à colmater, là. Donc, malgré tout ça, et pour l'ensemble de l'œuvre et du plaisir et des heures peut-être accomplies avec cet outil-là, je le donne, mon prix Lovelace 2022, à DALL-E. Shirley et Eve, avez-vous testé DALL-E de votre côté? Qu'est-ce que vous en pensez? Toujours pas. Par contre, je me souviens très très bien qu'Eve avait très bien décrit ce que tu as dit sur ce dialogue entre la personne et l'intelligence artificielle. C'était hyper intéressant. Et du coup, moi, depuis, je dois avouer une chose, c'est que l'épisode que tu as enregistré avec Valentine Godard et ensuite le débriefing qu'on a fait d'ailleurs tous les trois, ça me trotte dans la tête depuis. Je sais pas le pourquoi du comment. Je sais que ça me trotte dans la tête et ça ne sort pas. Et du coup, je me suis dit, ok, il va falloir que je le teste cet outil-là. Et surtout, je me suis dit, j'ai la chance d'avoir une petite, pas des gens très connus, mais une petite communauté d'artistes dans mon entourage. Ah oui, et je me suis dit, mais il faut impérativement que je leur montre ça, et surtout que eux le testent. Eux, oui, et qui nous disent. Voilà, donc ça va être. C'était une vieille ma photo petite d'archive mission. de mon parrain à moi est photographe, puis a publié dans une discussion familiale de vieilles photos à lui. Puis c'est une photo d'archive, on voit la famille, moi tout jeune, puis dans un contexte hivernal. Puis la famille, il y avait une grande discussion à savoir où ça s'est passé, puis chacun avait leur opinion. Ah, on était à tel endroit, tel endroit. Puis j'ai pris la photo, puis j'ai juste rajouté du décor autour de la photo pour semer encore plus la zizanie dans la discussion. C'est-à-dire que là, j'ai ajouté un chalet, puis là, tout le monde, mais c'est où ça? Puis là, mon père avait des théories en disant, ah, on est à tel endroit. Ben oui, je m'en souviens. Là, il créait des faux souvenirs qui rattachaient à ça. Donc, on peut s'en amuser aussi. Mais pour un artiste, donc, une vraie photo d'artiste, prendre cette photo-là, puis l'enrichir, la retravailler, il y avait un potentiel là. Ben écoutez, ben merci. Shirley, quelque chose à ajouter? Là, je vois en plus ton chat s'est ajouté à la discussion. Là, c'est le moment. Elle est très inspirée également par Dali. Voilà. Merci. Non. Donc, merci à vous d'avoir été là. Écoutez, ce sera mon prix Lovelace, c'est fait. Mon dernier prix Lovelace, mon deuxième prix Lovelace, je le donnerai pour une troisième année consécutive à nos auditeurs. Donc, vous qui nous accompagnez chaque semaine dans cette aventure, cette enquête qui dure depuis 50 épisodes maintenant. Donc, continuez de partager, d'en parler, de commenter, de nous écrire si ça vous tente.
C'est le fun de voir cette communauté grandir. Là. Je regarde mes stats. Je ne suis pas obsédé par mes stats, mais c'est toujours le fun de voir ça grandir. Donc, au nom de toute l'équipe d'IA Café, excellente année 2023. On se reverra peut-être vers la fin du mois de janvier. Donc, souhaitons-nous une année extraordinaire encore, une année inspirée peut-être du dialogue, du dialogue possible entre la machine et celles et ceux qui tentent humblement de contribuer au bien commun avec cette machine, avec humilité. Il faut la maintenir, cette humilité-là. Donc, l'hiver s'en vient, mais l'hiver n'est pas encore là en intelligence artificielle, mes amis. Donc, profitons-en. Merci donc à mes collaborateurs, collaboratrices pour cet autre épisode d'IA Café. Ils sont plusieurs. Donc, Fred, Maxime, David n'était pas là, mais néanmoins, peut-être va-t-il s'ajouter. Certains ont dû partir. Shirley et Eve étaient là aujourd'hui, toujours là avec moi. Merci, Eve, Shirley. Et salutations à David, peut-être, je le disais, là, qui va peut-être s'ajouter, et Sylvain, très certainement. Là, je vais l'ajouter par édition. Ça ne paraîtra pas, mais quand je vais conclure le podcast, vous saurez que Sylvain avait aussi été là. Oh! Oh! Ça cogne. Avez-vous entendu? Attendez un peu. Ça cogne à la porte du chalet. Mais cette fois, là, c'est pour de vrai. C'est Sylvain. Hey! Bonjour Sylvain, comment ça va? Ho, ho, ho. Installe-toi, là, prends le micro, puis fais comme chez vous. Ça fait longtemps que ça roule ici. Là, on est sur le Je dois party. prendre quelques instants pour me réchauffer un peu les mains, les bottes. Cette année, en raison de l'inflation, les bottes du Père Noël ont ça considérablement augmenté le prix. Ah oui, de prix, ouais, c'est sûr. Alors, écoute, je me suis retrouvé avec des pantoufles au lieu d'avoir des bottes. Je t'ai invité, merci d'être là encore cette année, merci d'être passé, merci d'avoir fait le trajet en motoneige. Tes prix Yark, tes prix Lovelace, on a une belle série de Lovelace et Yark juste avant. Toi, tu vois de quel côté? Tu commences par quoi? Je vais commencer par le prix Lovelace. OK. Je vais vous parler, je vais essayer de mettre en valeur peut-être nos talents locaux, si on peut dire, du Québec. Je pense que c'est une bonne année, globalement, pour les entreprises en IA au Québec. D'après ce que j'observe, là, moi, un peu là, sur mon réseau, là, je pense qu'il y a eu quelques bonnes nouvelles là, cette année. Je vais vous parler d'une en particulier. Nouvelle c'est laquelle qui a attiré ton attention cette année? Alors, c'est le nom d'une entreprise qui s'appelle Waverly. Waverly. Exactement. Tu as écrit ça comment, ça? Ouais, W-A-V-E-R-L-Y. Ah, je connais pas. OK. Et l'application est du même nom. Et c'est une entreprise qui a été fondée par Philippe Baudouin, qui a déjà été associé. En fait, il était dans le groupe, le fondateur d'Element AI. OK. Il a déjà fondé d'autres entreprises avant. Donc, c'est un serial entrepreneur, si on veut. Ah oui. Puis, c'est aussi un ancien universitaire, donc un doc aussi en programmation. Puis lui, c'est intéressant parce que son parcours, juste pour faire rapidement, là, il travaillait chez Google pour le service de navigation là, sur Chrome. Sur Chrome, voilà. Oui. Il faisait des recherches avec des algorithmes différents qui visaient un peu à essayer de voir, on regardait quels étaient les liens qui étaient les plus proposés aux utilisateurs sur une page donnée en fonction des requêtes qui étaient faites. Okay. Et puis, leur groupe s'est rendu compte que le feedback qu'ils recevaient de ça était aussi varié que celui des utilisateurs. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait certains utilisateurs qui voulaient, par rapport aux renseignements qui leur étaient retournés, qui auraient préféré avoir d'autres suggestions. Il y en a d'autres qui auraient préféré être plus surpris ou d'autres qui voulaient avoir le même contenu toujours. Donc, ils n'étaient pas capables, en fait, de savoir vraiment comment calibrer un peu ce moteur de recherche-là. Fait qu'ils ont tranché en regardant l'utilisation. Donc, pas la volonté. Pas la préférence. Pas la préférence, l'utilisation. Ouais. Donc, c'est juste le comportement qu'ils ont regardé. Pas juste ce qu'on a l'intention de faire, mais ce qu'on fait. C'est ça. C'est pas
je clique là-dessus. On ne se demande pas pourquoi je clique là-dessus ou est-ce que je veux vraiment cliquer là-dessus. C'est pas important. Ce qu'on C'est veut pas savoir, important. c'est où tu cliques. C'est ça. On regarde juste ce que tu fais, quel mot que tu rentres là-dedans, puis qu'est-ce que tu fais avec ça. On a regardé l'utilisation, puis les liens qui étaient le plus souvent visités par l'utilisateur, c'est eux qui se taillaient une place sur la page d'accueil, donc c'est eux qu'on voyait. Ben oui. Et en fait, la devise, c'était regardez ce que les gens, ce que font les gens, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Donc, on ne s'intéresse pas à ce qu'ils veulent savoir, juste ce qu'ils font. Puis lui, il trouvait qu'il y avait un problème avec ça. Selon ses mots à lui, là, il disait moi, ça pouvait me faire passer plus de temps sur une plateforme, alors j'aurais préféré peut-être faire autre chose. Mm-hmm. Et l'objectif de Waverly, c'est un peu, il y a un peu l'idée sous-jacente de ça, c'est de combattre un petit peu la désinformation ou aussi le temps d'attention là, qui est trop, on est trop emprisonné là, sur les pages des différentes applications. Okay. Son objectif, c'était en fonction des nouvelles avancées dans le traitement naturel du langage, c'était d'user du langage naturel, puis c'était d'arriver à essayer de se concentrer sur l'information pertinente. Donc, uniquement l'information qui, étant donné qu'on est l'information que l'on considère comme étant pertinente, puisqu'on est vraiment englouti dans l'information sur le web. Mm-hmm. Et la plupart des plateformes qui sont utilisées pour filtrer ces informations-là, par exemple comme Twitter, LinkedIn, Google ou YouTube, sont des plateformes publicitaires. Alors, l'objectif, c'est de capter l'attention des utilisateurs, de la garder la plus longtemps possible sur la page. Et la meilleure façon de capter l'attention de quelqu'un, c'est pas de lui présenter de l'information qui est pertinente, mais du contenu qui va le distraire, qui va lui faire rester là. Donc, ils vont avoir une connotation un peu émotionnelle. Des petits accrocheurs, des images intrigantes, donc ce genre de choses-là. Ils sont morts à ça, oui. Et Waverly, ça permet d'indiquer clairement l'intention de l'utilisateur. Il y a des avancées qui ont été faites en rapport à la compréhension de la langue naturelle qui peuvent permettre de créer un peu de nouveaux types d'algorithmes dont les objectifs ne sont pas vraiment, et c'est le cas de Waverly, ce n'est pas d'induire des comportements chez l'utilisateur. L'objectif, c'est plutôt d'essayer de comprendre les instructions, les préférences, les aspirations, ou peu importe, là, mais de comprendre les aspirations, les instructions que l'utilisateur va donner à l'application, qui va le donner en langue naturelle. Et pour essayer, ensuite de quoi? De classifier les documents en fonction de respecter le plus possible les instructions qui ont été données par l'utilisateur. Donc, c'est un peu comme si Waverly venait se placer entre l'utilisateur puis les autres applications qui existent. C'est comme une espèce de zone tampon qui fait un meilleur filtrage de ce qui essaie de cerner ton intention avant d'aller puiser l'information. Exactement, pour te donner vraiment celle que tu vas avoir. Le changement, en fait, de philosophie que Waverly propose, c'est de dire aux utilisateurs, expliquez-nous quels sont vos intérêts dans vos mots à vous, puis on va faire en sorte de vous fournir ça. Et là, je vais faire une précision tout de suite. Là. Ça ne veut pas dire que que le système est en mesure là, de lire qu'une information est vraie ou fausse. Par exemple, si vous êtes soumis à un contenu qui est une fake news, ça ne veut pas dire que Waverly est capable de se dire ça, c'est faux. Donc, je ne te la montrerai pas. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais par contre, c'est un système qui va être en mesure de dire, si quelqu'un dit « Hey, moi, j'aimerais ça voir moins d'informations complotistes », l'algorithme va être en mesure de réduire la quantité d'informations complotistes sur son fil de nouvelles. Même si ces informations... Si je pourrais ajouter, moi, est-ce que je peux avoir de l'information plus fiable ou est-ce que je peux avoir de l'information plus scientifique, plus... Donc, c'est comme ça qu'on peut repréciser la recherche avec du langage naturel? Exactement. On veut, c'est redonner du pouvoir à l'utilisateur, pouvoir se mettre entre ses comportements à lui et l'algorithme et qu'il puisse dire, même si j'adopte peut-être des comportements, ça m'arrive de cliquer sur du contenu conspirationniste. Je peux même être conspi aussi à la limite, mais je souhaite quand même être exposé à moins d'informations de ce genre-là, Waverly va être en mesure de pouvoir... Je pourrais dire, par exemple, sur mon feed, moins de chats, dans mon cas, c'est plus moins de vidéos de soccer. J'aime ça, là, mais ça va aller. Là. Oui, c'est pas autant. Exactement. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que c'est supposé fonctionner. Et le lancement a été fait dernièrement, là, ça fait pas très longtemps. L'application existe en anglais pour l'instant, mais il y aura éventuellement une version française. Je ne l'ai pas essayé encore, là, mais c'est possible d'aller
d'aller la télécharger puis de l'essayer. D'ailleurs, moi, je fais une petite confession. Là, je suis plutôt un observateur voyeuriste un petit peu de la technologie, un peu moins, je suis un peu plus frileux pour la pratique comme telle, là. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, l'application, mais si les gens, ça les intéresse, je les invite à le faire. Rappelle un peu le nom de l'entrepreneur en question. Philippe Baudouin, le nom de l'entreprise, c'est Waverly. Excellent. Donc, Waverly, qui sera récipiendaire de ton prix Lovelace 2022. As-tu envie de dire Yark aussi cette année, Sylvain? Ben oui, moi, vous me connaissez, hein, c'est Star Wars, donc le côté, le pouvoir de la force, mais il y a le côté obscur aussi. Les deux vont ensemble. Alors, le côté obscur, cette année, j'ai choisi de présenter ça un peu. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'intérieur du conflit ukrainien. Ah oui. Donc, c'est le conflit ukrainien comme tel qui m'ont pris IARC cette année, si on veut. Mais bon flash, déjà la guerre en Ukraine, c'est déjà pas mal Yark, mais là, instrumentaliser la guerre avec l'intelligence artificielle, exactement, parce que là, je vois où tu t'en vas. Là. Exactement. Puis en plus de ça, c'est que ça sert d'une espèce de laboratoire pour tester toutes sortes de choses aussi actuellement, dont on ne sait pas trop qu'est-ce qui pourra sortir de ça éventuellement. Là. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la dimension de ce qu'on appelle la cyberguerre, cyber war. Ben oui. Parce que là, on parle souvent dans l'intelligence artificielle que c'est une technologie qui a plus ceci de particulier que d'avoir une grande... c'est difficile de départager c'est quoi le fantasme, l'imaginaire de la réalité concrète. Et puis en matière de cyberguerre, c'est un peu la même chose qui s'est faite. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait une rhétorique de dire « Attention, cyber war is coming. » Attention, ça va arriver, ça va tout changer, ça va complètement faire disparaître, transformer complètement la manière de faire la guerre. Et puis, force est de constater que maintenant, depuis le mois de février, depuis que ça dure, on peut se demander si cette cyberguerre-là est une chimère, au fond. Est-ce que c'est vraiment réel, ça? Avant le conflit, on nous annonçait des prophéties cataclysmiques, là, des chocs de cyberattaques russes ou même j'ai même déjà vu passer de cyber-blitzkrieg, de guerre éclair cybernétique contre l'Ukraine. Et ça n'a pas eu lieu. Oui, ça n'a pas eu lieu. C'est vrai que c'était un fantôme qu'on voyait, là, qu'on nous annonçait. La prochaine guerre, ce sera une cyberguerre, puis il n'y aura plus de bombes qui vont se lancer. On va juste faire planter l'Internet, puis ça va être réglé. On va fermer l'électricité, on va fermer Internet, les télécommunications à distance, puis ils vont se soumettre, ça va être terminé. Les Russes, en plus, c'était l'ennemi ciblé, là, c'est-à-dire que ou l'ennemi principal qu'on craignait. Ils ont plutôt tendance à être pas mal bons dans la piraterie, fait qu'ils vont s'enligner là-dedans, puis au lieu d'utiliser la force, ils vont juste bloquer l'Internet à l'Ukraine ou fermer les usines, puis tout ça. Exactement, puis ça me fait penser à un livre, très petit livre de Jean Baudrillard, qui est un philosophe qui est maintenant décédé, là, mais il avait dit, c'était le titre du livre, « La guerre du Golfe n'a jamais eu lieu ». Par rapport à la guerre du Golfe de 91. Et son argument, en fait, il disait là-dedans, ce qu'on a vu à la télévision en 1991, c'est-à-dire les images de CNN avec les visions nocturnes, des bombardements très ciblés, avec des missiles qui rentrent dans les fenêtres, par les fenêtres ou par les portes. Donc, une guerre qui est complètement épurée, qui n'a pas de mort, on ne voit pas de mort, on ne voit pas de destruction. En fait, ça, c'est pas la réalité. C'est ce qu'on nous a montré à travers les médias. Et pour lui, son argument dit que la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, en tout cas pas telle qu'on nous l'a montré à l'écran. C'est l'écran qui a fait exister cette guerre-là. Ouais. Une guerre qui existait tout simplement sur le plan médiatique. Parce que concrètement, des missiles, des bombes intelligentes, des missiles guidés, c'était 10% de ce qui était envoyé. Puis il y a quand même eu 100 000 morts. Mais ça, on ne les a pas vus. Bon, moi, je trouvais que on peut reprendre un peu le même propos pour aujourd'hui. Et puis, je me suis creusé un petit peu la question. Je me suis demandé pourquoi, en fait, ça n'a pas eu lieu, cette cyberguerre-là. Pourquoi ça n'est pas, à l'heure actuelle, pourquoi ça n'est pas ce qu'on en attendait. Puis j'ai trouvé 3 théories, en fait, qui expliquent peut-être ça. 3 grandes théories qui peuvent expliquer pourquoi ça n'est pas arrivé encore. Puis je vais les décrire brièvement. La première théorie, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire qu'il y a certains spécialistes qui ont repris un peu la formule de Donald Rumsfeld, l'ancien secrétaire à la défense américaine sous George Bush,
Il avait déjà dit une formule assez éloquente. Il avait dit « L'absence de preuve, ça ne constitue pas une preuve d'absence », dans son jargon un peu obscur à lui. Donc, en même temps, ça veut dire. Autrement dit, le fait qu'aucune retombée, que nous avons observé, aucune retombée du cyber, qu'il n'y a rien qui soit vraiment observable publiquement en Ukraine, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. C'est juste qu'on ne l'a pas vu ou on ne l'a pas su. C'est le propre de l'objet. S'il est invisible, si ça se fait dans les subassements, dans le monde du dark, je ne sais pas trop, c'est difficile à mesurer. Exactement. Puis en plus, comme tu le dis, le modèle, le domaine cyber, c'est le domaine de la furtivité par excellence. Ben oui. Ça donne peu ou rarement lieu à des opérations qui sont visibles à l'œil nu, contrairement à une frappe aérienne ou à une charge blindée, ça c'est visible. Il y a des effets physiques concrets. Il faut envisager, en fait, dans ce scénario-là, qu'on peut découvrir beaucoup plus tard que des moyens cyber ont été utilisés, puis qui ont mené discrètement des actions importantes en Ukraine. Il y a un exemple qui soutient ça. Par exemple, il a fallu attendre 2 ans pour que le grand public découvre qu'un virus informatique qui avait été développé et infiltré par les services de renseignement israéliens et américains dans les centrales d'enrichissement d'uranium en Iran. Okay. Il a fallu 2 ans pour que ce soit rendu public, ça. Et ça avait causé la destruction de 1000 centrifugeuses d'enrichissement d'uranium en Iran. C'était un programme qui a piraté, en fait, les centrales nucléaires. Peut-être que c'est dans 2-3 ans qu'on va le savoir qu'en Ukraine, Exactement. Il y a eu de la piraterie, il y a eu des attaques. Peut-être que le gros coup, on va le savoir plus tard. Intéressant. Donc, en résumé, dans la théorie numéro 1, c'est qu'il s'est passé quelque chose de gros, mais on ne le sait pas encore. C'est intéressant. C'est pratique aussi quand tu n'as pas d'explication. C'est ça, l'absence de preuve. Mais quand on reprend Rumsfeld, l'absence de preuve, ça ne veut pas dire que c'est la preuve de l'absence. Bon. On le salue. J'aimais beaucoup Rumsfeld à la maîtrise. Je me souviens dans les travaux, c'était très intéressant. Travailler la rhétorique. Là. La deuxième théorie... Oui, vas-y. Non, continue, Sylvain, excuse-moi. La deuxième théorie, c'est celle de l'impotence. Donc, pour d'autres experts, les moyens cyber se sont révélés tout simplement militairement insignifiants en Ukraine. Et il n'y avait pas lieu, en fait, d'en espérer autre chose. Malgré 25 années de prophéties annonçant l'imminence de la cyberguerre, proportionnellement, il y a eu peu de cyberattaques à ce jour qui ont été menées ou qui ont été déployées dans le cadre des conflits armés. Et celles qui l'ont été ont largement échoué, en fait, à produire des impacts significatifs, dignes de ce nom, sur le déroulement comme tel des opérations. Là, je parle vraiment de la conduite de la guerre, là, une fois que les hostilités sont déclenchées. Ben oui. Donc, c'est la nature même de l'outil cyber le condamnerait à une impotence militaire difficilement surmontable à ce niveau-là. Parce que l'élaboration des cyber-opérations efficaces, ça demande beaucoup de temps, comme l'exemple de Stognex. Là, ça a pris 3 ans, en fait, à développer ce programme informatique-là. Ce qui rend très difficile de les synchroniser, de les mettre en phase, en adéquation avec le tempo et les rythmes d'une campagne militaire conventionnelle, parce que ça se passe beaucoup trop vite. On n'a pas la rétroaction suffisante, le temps de rétroaction suffisant et de réaction suffisante pour produire une arme cyber qui pourrait avoir un impact. Les cyber-opérations produisent rarement des effets concrets dans la durée. On parlait des cyberattaques russes de 2015 et de 2016 contre le réseau électrique ukrainien, par exemple. Il y en a eu, mais ça a permis de perturber l'alimentation que pendant quelques heures. Et ça, on considérait que c'était des attaques inédites à l'époque. Là. En plus de ça, la gestion aussi de ces deux contraintes-là, ça donnerait essentiellement lieu à une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire, plus une cyberattaque doit produire des impacts, des effets importants, plus sa conception va demander du temps et moins il y a de chances de pouvoir la déployer au moment opportun dans une guerre qui est, par définition, surtout dans le contexte aujourd'hui, effrénée. Ça se passe beaucoup trop vite. Donc le cyber devient un outil qui n'est pas très utile, pas très efficace, pas assez rapide.
C'est ça. Donc, C'est plus c'est pour utile ça pour le sabotage, pour l'espionnage ou la subversion. Donc, tout ce qui est désinformation, campagne d'influence, ça, oui, Mais une fois que il la y aurait une guerre, application. les hostilités ont commencé, ça se fait quand même vite. C'est long, sûrement pour les Ukrainiens, là, mais en un an, pas assez vite pour déployer des armes, puis faire des Exactement. attaques Exactement. ciblées, coordonnées, comme on le Exactement. voit là, dans le militaire plus classique. Autrement dit, pour l'instant, les moyens cyber sont beaucoup plus à l'aise dans un univers où l'action est indirecte et clandestine plutôt que dans le cadre d'un conflit armé de haute intensité comme on voit en Ukraine en ce moment. Intéressant. C'est ta deuxième théorie, ça. Ça, c'est la deuxième théorie. Et pour la résumer, on dirait que c'est surestimé. En fait, le cyber serait surestimé depuis le début et serait mal adapté à ce type de conflit conventionnel. La dernière, oui, troisième, allez. Celle de l'immaturité. L'immaturité. Ici, on se focalise moins sur la nature des moyens cyber que sur les structures qui sont chargées de les employer. C'est-à-dire que les appareils militaires qui doivent s'en servir, et là, ça sous-entend les bureaucraties, les bureaucraties qui les gèrent, qui les financent, et les décideurs politiques aussi qui vont guider, qui vont ordonner ou commander les développements, et les usages potentiels aussi. Ben, ce sont ces structures-là qui seraient inadaptées, en fait, à la nature même du cyber. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu encore... Parce que quand on parle d'innovation au sens militaire du terme, c'est la percée technologique à elle seule ne suffit pas à amener une transformation. Il faut qu'il y ait, par exemple, une reformulation des doctrines, une réécriture des doctrines, une repensée complètement les opérations, les concepts opérationnels. Les stratégies aussi, il faut une réorganisation institutionnelle. Parfois, ça va donner lieu à l'apparition d'une nouvelle branche des forces armées. On peut prendre l'exemple de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. Ben, il faut attendre la Deuxième Guerre mondiale avant qu'on ait des forces aériennes indépendantes qui ont vraiment des rôles stratégiques et des doctrines d'emploi et tout ça. Oui, je comprends. Pendant la Première Guerre mondiale, ça reste à toute chose pratiquement inutile. Donc, ça prend un certain temps avant que les d'essais, erreurs, avant de voir quelle sera l'application, qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie et comment on peut l'employer aussi. Puis là, on serait dans la phase de développement, ça manquerait un peu de maturité, puis éventuellement, dans 10 ans, on sera capable de faire des attaques un peu ciblées, plus efficaces. On serait dans la phase, dans le jargon, d'incubation. C'est le moment essai-erreur où chacun s'observe à voir comment tu utilises ça. On a fait quelques tests en Ukraine, on a vu que ça ne fonctionnait pas, on va se réajuster. Peut-être que l'Ukraine est un accélérateur de cette incubation-là, mais on est dans la période d'incubation. On n'est pas encore dans la période d'implantation comme telle, où ça va se cristalliser. Et il y a plusieurs exemples à ça. Par exemple, les porte-avions. Premier porte-avions en 1917 qui avait été fabriqué par les Britanniques, on l'utilisait pour repérer les autres bâtiments. Et il faut une vingtaine d'années d'expérimentation des Japonais, des Américains, des Britanniques pour finalement voir le porte-avions, non pas comme quelque chose comme un gros ballon gonflable d'observation, mais comme un aéroport mobile qu'on peut déplacer en mer et non pas comme une artillerie flottante comme les autres bâtiments de guerre. Donc, ça prend du temps avant de saisir cette idée-là, cette image-là qu'un porte-avions. Il faut le penser comme un aéroport qui est mobile plutôt que comme un bateau comme les autres. Et là, probablement, dans ce scénario-là, c'est que le cyber, on est encore dans cette période-là d'espèce de vacances. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Très intéressant, Sylvain. Trois belles théories pour discuter, pour expliquer tout ça. Un beau prix IARC, je pense que c'est la guerre en Ukraine, la cyberguerre. Est-ce qu'on ne se plaindra pas que la cyberguerre n'a pas fonctionné? On va plutôt s'en réjouir. Donc, la cyberguerre, l'Ukraine pour ton prix IARC, puis le prix Lovelace que tu as donné à Waverly. Merci, Ève. Shirley, avez-vous quelque chose à ajouter? Bon. Elles sont curieusement silencieuses. Tu ne trouves pas, Sylvain? Leur micro est fermé. Peut-être, c'est peut-être juste ça. J'ai fait une opération cyber, j'ai coupé les micros à distance. Ah, voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est pas comme si on avait décidé d'enregistrer ça puis de peut-être intégrer ta piste audio. Non, c'est pas ça. Je l'ai appelé Stocksmonger. Bientôt sur vos tablettes. Merci encore, Sylvain. Merci et joyeuse fête. Merci à vous donc d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Jean-François Sénéchal. Prenez soin de vous.
On va prendre une pause bien méritée. Donc, de retour, je le disais, à la fin du mois de janvier. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez,